Voilà, messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. On aborde les questions d'actualité ici en République démocratique du Congo. Et cette actualité, comme je le disais l'autre fois, elle est loin d'être en veilleuse. Et aujourd'hui, on parlera de l'UDPS, on parlera de la problématique de la levée des immunités de Joseph Kabila. Est-ce que la cohésion nationale est mise à mal par cette procédure qui tend à lever les immunités et à livrer l'ancien chef d'État devant les juridictions, devant la justice? Nous parlons de tout cela, nous parlons de la gouvernance et nous serons également de parler de l'action de l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir un député. Il était avant député provincial, premier vice-président, ancien premier vice-président à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été doublement élu comme député national et comme député provincial, mais il a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Ça se demandait pourquoi il a fui l'APK. Il est actuellement premier vice-président du caucus des élus nationaux de Kinshasa. Francis Chibalabala, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Vous avez fui Kinshasa? Bon, avec la première expérience, je crois que j'avais préféré cette fois-ci aller au niveau national, compte tenu des enjeux, bien entendu, parce qu'au niveau des provinces, on a donné le meilleur de nous-mêmes et nous pensons qu'au niveau national, avec tout ce qu'il y a comme opportunité, tout ce qu'il y a comme enjeu, tout ce qu'il y a comme loi à proposer, comme contrôle à opérer, je pense que à ces niveaux-là quand même, il fallait que j'y aille pour mettre en commun les deux expériences. Politiquement, nous devons grandir. On a commencé au niveau de la ville, maintenant nous sommes au niveau national. Et demain, ça sera peut-être une autre fonction. Mais à la suite justement de l'expérience que nous allons accumuler, et cela nous permettrait bien entendu d'affronter d'autres défis. Un petit aperçu de la ville depuis que vous n'y êtes plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la ville de Kinshasa? Je suis heureux quand même que il y a des travaux qui sont observés ça et là, donc dans plusieurs artères de la ville. C'est ça le plus important parce que quand vous le savez, avec la démographie qu'il y a à Kinshasa, les réseaux routiers n'est pas considérable, des embouteillages monstres, etc. Et si nous n'avons pas un réseau routier important, la circulation ne sera jamais fluide. Et je pense qu'avec des routes qui sont réhabilitées, des routes qui sont construites, ça va quand même faciliter à nos populations, à la population quinoise de vaquer à ses occupations ou à leurs occupations. On va pas vraiment parler de la ville de Kinshasa, mais on va parler d'abord de votre parti, de l'Assemblée nationale, de l'actualité ici. Donc on commence par l'UDPS. Comment se porte votre parti? L'UDPS se porte merveilleusement bien parce que nous sommes la première force politique au sein de l'Assemblée. Là, il faut le reconnaître. Nous sommes le premier parti politique qui a raflé beaucoup de sièges aux législatives nationales et provinciales. Et je pense qu'au vu de ce score obtenu lors des élections passées, nous pouvons quand même pas nous donner une mauvaise note. Donc ça prouve à suffisance que le parti se porte bien. Mais au-delà de ça, il y a quand même des petits soucis. Pas de petits. Des remises en question. C'est la partie, c'est pas des petits soucis. Des remises en question liées justement au leadership, liées à la gestion du parti, etc. Je crois que ces genres de réactions, on s'observe pratiquement dans de partis politiques où la liberté d'expression est les maîtres mots. Comme c'est le cas chez nous à l'UDPS, nos statuts prévoient... Vous assimilez un désordre organisé, structuré à la liberté d'expression? Non, c'est un désordre à l'UDPS. Je ne pense pas que c'est un désordre, je crois. Vous avez deux CG, vous avez des SG au CG. Il s'agit de la vitalité démocratique. Non, mais vous avez deux SG, CG. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Pour diriger, il faut avoir ce qu'on appelle la légalité, la légitimité. Pour diriger. Les opposants aujourd'hui sont en train d'appeler de tous leurs vœux à un dialogue à l'interne, par exemple. Ils évoquent le fait que le président Tshisekedi n'a pas la légitimité, alors que c'est pas vrai, s'agissant du président Tshisekedi. Donc s'il faut transposer justement ces accusations-là, ou cette observation-là des opposants au niveau du parti, je pourrais aussi
où je serais tenté de vous dire qu'au-delà de la légalité, il y a aussi la légitimité. Et la légitimité, c'est le fait que les sociétaires reconnaissent justement la direction actuelle. C'est laquelle? Hmm? Laquelle? C'est quelle direction aujourd'hui? Non, vous êtes journaliste, vous avez. Moi, vous avez non, mais l'information. quand je vous parle de désordre, vous me dites Non, que je suis c'est en pas train désordre. de vous donner. Mais c'est qui est le CG actuellement? Je suis dans la généralité. Tout simplement, je suis en train de vous dire que la légitimité fonctionne de ceux qui sont gérés, donc, et fonction des sociétaires. Les sociétaires, lorsqu'ils vous reconnaissent comme étant leur secrétaire général, leur président, etc., ça veut dire que vous avez aussi la légitimité. C'est qui le Et président? au niveau du parti, non, nous n'avons pas de Qui est président. président AI? Il y a un président AI. Alors, qui est le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui? Il y a l'honorable Kabouya, qui est secrétaire général, qui assume l'intérim du président du parti. Il y a aussi Deo Bizibou, qui est secrétaire général aussi. Je voulais pas rire. Donc, justement, c'est cela la réalité. Je crois que, Quelle réalité? vous savez, les partis politiques sont des faits privés. Sont des faits privés et les sociétaires sont libres de donner la forme à leur parti politique. Vous Donc, avez un parti. si nous trouvons que cette cartographie nous arrange, moi je pense qu'on ne peut pas qualifier La cela cartographie de d'avoir désordre. deux secrétaires généraux. C'est Non, ça. ils sont intérimaires en principe. Les deux sont intérimaires. C'est cela la réalité. Que Quand on, voulez-vous que est-ce je que dise d'autre? est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que ce désordre qu'on remarque au niveau de l'UDPS impacte négativement la gouvernance au pays? Je ne pense pas, dans la mesure où les présidents de la République, nonobstant le fait qu'ils soient les produits des l'UDPS, mais ils n'occupent aucun poste au sein de notre parti politique. L'autorité de référence. Tel exige justement, que tel exige la Constitution, parce qu'il vous souviendra, avant qu'il ne soit élu à la magistrature suprême, il a été président national du parti. Et la Constitution lui interdit naturellement ces cumuls de postes. Donc il y a incompatibilité. Il avait opté pour la présidence de la République. Et à ce niveau-là, il peut plus encore revenir pour remettre de l'ordre si jamais. Mais il y a même du jouer à désordre. la conciliation, il a eu à le faire, il les a appelés. En fait, on ne l'écoute pas. Non. Ouais, on Le ne problème, c'est l'écoute que- pas. Le problème, c'est que le président est respectueux de notre Constitution. Il veut pas que demain, qu'on l'accuse d'avoir violé la disposition constitutionnelle. On qui lui demande pas de l'interdit, s'ingérer, mais on lui demande, c'est une autre autorité de référence, certainement Non, qu'il mais- a donné des directives, mais qui ne sont pas respectées. On ne l'écoute pas et Nous sommes certains risquent de dire qu'on le sociétaires, nous sommes respecte pas. sociétaires lorsque nous constatons qu'il y a des problèmes au sein de notre formation politique. Il nous revient, nous sociétaires, de trouver une solution. Donc, laissons le président en dehors de tout ce qu'il y a comme remous, comme dissension au sein du parti. Et là où il y a des gens, les solutions vont toujours advenir. C'est ça le plus important. Et j'estime que nous avons des gens intelligents au sein du parti et ces gens vont mettre en commun justement leur intelligence pour essayer de régler le problème de manière définitive. Et moi, personnellement, je pense que l'issue par rapport à ces problèmes, c'est la convocation d'un congrès. Un congrès qui va déboucher sur l'élection d'un nouveau président qui, à son tour, va nommer son exécutif. Et il vous souviendra que, comme je vous ai dit précédemment, que nous n'avons plus de président national, nous n'avons plus un président national au parti. Donc, il faut combler justement cette vacance à la tête du parti et la vacance ne pourrait être comblée qu'à travers un congrès. Comment cette UDPS aujourd'hui, qui après 30 ans de lutte est arrivé à accéder au pouvoir, qui a la majorité, qui est la première force politique du pays, comment cette UDPS-là, qui a du mal à s'organiser en interne, peut réussir à organiser le pays? Non, il faut pas. Je pense qu'il faut toujours faire le distinguo entre le parti politique qui sont de faits privés et les pays qui est une chose publique. Il faut toujours faire cette démarcation là, parce que si nous confondons le parti politique au pays, je crois que nous sommes en Non, train mais de faire fausse route. on retrouve l'UDPS. Nous avons, Même au sein du parti, s'il est plus président, nous avons un président qui est issu de Vous savez, le l'UDPS. parti politique ont une idéologie. Le parti politique ont une vision.
cette vision-là s'est traduite généralement par un programme du gouvernement lorsque vous êtes aux affaires. Vous comprenez? Et notre vision est connue. Et s'agissant de notre vision, c'est voilà pourquoi quand le chef de l'État a pris ses quartiers au Palais de la Nation, il a évoqué justement cette punching line soutenue ou prononcée plus d'une fois par le feu Étienne Tshisekedi, les peuples d'abord, et l'action du président de la République était centrée justement au profit de la population. Mais oui, on est resté au niveau de la parole, parce qu'au niveau de l'acte, quand on suit des membres de l'UDPS qui eux-mêmes crient à la jouissance, on a eu Kabonde qui a eu à crier à une certaine jouissance au niveau des hautes sphères de la République. On a eu Nicolas Kazadi, membre de l'UDPS, qui lui-même a parlé d'une certaine jouissance. On se dit, mais l'UDPS, c'est que la jouissance, c'est pas le peuple d'abord. On aurait dû changer en dire la jouissance d'abord. Non, s'il vous plaît. Je pense qu'il faudrait que l'opinion ici retienne que dans toute formation politique, il y a ce qu'on appelle, comme je l'ai dit précédemment, une idéologie. Il y a des valeurs qui sont transmises aux sociétaires. Mais tout le monde ne les assimile pas de la même manière. Il y a toujours des brebis galeuses dans toutes les formations politiques, même en Europe, etc. Au Parti socialiste, vous en trouverez. Chez les démocrates aux États-Unis, vous en trouverez. Les plus importants ici, c'est de mettre en pratique les enseignements qui vous ont été professés. Malheureusement, on retrouve dans nos rangs des brebis galeuses. Et il faut pas généraliser. La faute à qui? J'ai géré aussi. J'étais vice-président de l'Assemblée. J'étais vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais lorsque vous scrutez ma gestion, vous conviendrez ou vous en conviendrez que je traîne pas des casseroles. Donc, il y a aussi des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens intelligents qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour offrir justement à la population une gestion efficiente. Donc, il faut pas tous nous mettre qui aujourd'hui sont en train de ternir l'image de l'UDPS? Qui sont ceux-là qui ternissent cette image? Peut-être pas les noms, mais bon voilà. Qui sont ceux-là qui aujourd'hui sont en train de... J'aurais du mal personnellement à les nommer dans la mesure où, au-delà de soupçons, il n'y a pas eu des condamnations définitives qui attestent réellement qu'ils auraient détourné, qu'ils auraient volé, mais il y a etc. cette clameur publique. Et face à cet état de choses, je pense qu'en tant que juriste, je ne saurais pas les nommer, tel ou tel ministre, mandataire, etc. Mais je pense que le président de la République, qui fut notre président national, était engagé ou est engagé dans une lutte sans merci contre les détournements, contre la corruption. On a vu la volonté affichée du président de la République de venir à bout, justement, à ces fléaux qui est en train de détruire notre économie. Pour l'instant, ça marche vraiment pas. Hein. La corruption, elle bat son plein. Les gens continuent de détourner, peut-être plus qu'avant, diront certains. Donc, jusque-là, le 6 ans de Tshisekedi et de l'UDPS à la tête du pays, le bilan, il est calamiteux. Quel bilan calamiteux? S'agissant de la corruption, des détournements. On peut commencer par la corruption, le détournement. Non, on peut aller ailleurs. C'est ce que je vous ai dit. En tant que journaliste, il y a vos consoeurs ou vos confrères qui s'adonnent au spectacle, qui, pour faire de buzz, ils avancent parfois de chiffres faramineux, ils avancent de montants vertigineux, des détournements, etc., sans soubassement. Vous savez, moi personnellement, je me dis, je peux aujourd'hui dire qu'il y a eu un ancien ministre qui a été condamné pour malversation, pour détournement. Le docteur Oli Luma, par exemple, je les citerai parce qu'il y avait une décision coulée en force des choses jugées. Il a purgé sa peine. Il est aujourd'hui en liberté. Et s'agissant de ces cas, personnellement, je passerai pas par les dos de la cuillère pour les nommer comme tels. Mais pour les autres cas, je considère aujourd'hui qu'il s'agit tout simplement de accusations qui n'ont pas été étayées de preuves. Des sentiments de corruption ou de détournement. Des soupçons, oui, il y a des soupçons de corruption, il y a des faisceaux d'indices, etc. Mais après, en vertu de la séparation, parce qu'après la justice, de la séparation de pouvoir, la justice, c'est le ressort de la justice.
Et si la justice, parce que, vous savez, la justice, elle est bonne lorsque la décision ou les décisions vous sont favorables. Aujourd'hui, on crie à la justice qu'elle est corrompue et qu'elle est à la merci de politiques, parce que, je parle du cas Matata par exemple, parce que la justice est à ses trousses, la justice est en train de le poursuivre, mais la même justice qu'il aurait remis sur la liste électorale à l'époque, je pense que cette justice était bonne. Donc il faudrait ici, c'est ici au-dessus de certaines considérations partisanes, pour faire une très bonne lecture par rapport à la justice. Donc vous posez des actes en toute irresponsabilité, attendez-vous demain à des poursuites. Si au cours de votre régime, vous avez bénéficié des traitements de faveur, et lorsque le régime ne sera plus, rassurez-vous qu'il y aura certainement des poursuites contre vous. Donc, si vous une voulez chasse aux sorcières, quoi. Si vous voulez, ça sera une chasse aux sorcières, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je dis pas ça. C'est une nuance tout simplement. J'ai dit si, considérons que votre régime vous protège, mais après votre régime, si vous avez eu à poser des actes répréhensibles, vous allez en répondre tout simplement. Donc, si vous voulez que l'on vous respecte, si vous voulez pas ici établir des jugements, des valeurs sur notre justice, comportez-vous honorablement. Distinguez-vous par une gestion efficace, efficiente. Je pense que vous serez à l'abri de tout ça. On parle déjà de la justice, mesdames, messieurs. Je vous demande de prendre la Constitution, différentes lois, parce qu'on va parler loi, on va parler droit, surtout s'agissant de ce qui se passe actuellement autour de l'ancien président, pourquoi je dis ancien président Joseph Kabila. Donc, ce sera comme une Bible. Il y aura des articles, on va essayer, parce que nous sommes également en face d'un juriste qui va essayer quand même de nous faire expliquer cette procédure enclenchée contre un ancien chef d'État. Je parlais tout à l'heure d'une chasse aux sorcières. C'est de l'acharnement que vous faites. D'abord, vous, je pose la question en tant que UDPS, c'est un acharnement de l'UDPS contre Kabila. Et sur le plan judiciaire, vous allez peut-être nous expliquer au juridique. Je pense qu'il faudrait rectifier un peu le narratif, hein. Parce que vous savez, quand vous êtes opposant et que vous vous comportez de manière anarchique et que vous posez des actes qui sont constitutifs des infractions, et une fois que la justice est à vos trousses, vous criez au règlement des comptes. Kabila aurait dû arrêter. Kabila aurait dû arrêter Étienne Tshisekedi quand il a dit allez Bokangelanga Yebo. Il aurait dû. Répondez-moi. Je dis, il aurait pu. C'est quelle infraction? Bokende Bokangelanga ou tout ce qu'il a. Infraction? Mais c'est à vous de nous dire, il aurait dû. Moi, je pose une question. Ce n'est pas une infraction. Au moins, ce n'est pas une infraction. Et lorsque vous êtes un acteur politique de la trempe d'un ancien président, la loi, parce que ce n'est pas moi. Parfois, nous avons tendance à contourner les choses. La loi qui protège un ancien président lui astreint justement à un devoir de réserve, à un devoir de loyauté, de fidélité à l'endroit des institutions de la République. Vous comprenez? Et à l'endroit de l'État. Lorsqu'on parle de la fidélité sans faille, ça veut tout simplement dire que lorsqu'il y a un narratif officiel, vous devez prolonger, vous devez les prolonger. Vous ne pouvez pas prendre le contre-pied. Non, ça c'est la dictature. Une fidélité, expliquez-moi. Donc on loi. Doit dire amen à tout ce qui vient de pouvoir. Vous l'article 5, au fait. Vous voyez, lorsque la loi était sur mesure, c'est ça le revers justement de la médaille. L'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Ça, c'est les premiers alinéas. Lorsque vous lisez les derniers alinéas, l'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État indique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, les peuples congolais et les institutions de l'État. Et où est-ce que Kabila a péché? Fidélité sans faille, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que, voilà, un homme doit être fidèle sans faille vis-à-vis de son épouse, ça veut dire que il doit naturellement faire ce qui lui est imparti, que ce soit dans le code
de la famille qui part du mariage, et même dans la Bible. Lorsque vous posez des actes qui rentrent dans les cadres de l'infidélité, automatiquement vous avez péché justement à vos obligations. Quand est-ce que Kabila était infidèle? Quand est-ce que Kabila est infidèle? Ici, lorsqu'on dit que la fidélité sans faille envers la nation, envers les institutions de l'État, l'institution président fait partie des institutions de l'État. Nous avons un narratif officiel par rapport à l'agression injuste dont notre pays est victime. Et vous sortez de votre tanière, vous tenez des propos qui tranchent avec la position officielle de l'institution présidente. Quels sont ces propos? Du genre, par exemple, lorsque vous légitimez les actions mortifères de cette nébuleuse M23. Où et quand? Son comeback politique, sa première sortie médiatique. Le président Kabila a quasiment fait une légitimation. Vous êtes dans les intentions, vous savez. Non. Vous êtes dans les intentions. Bah oui, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dire que je soutiens le M23. Non, légitimer, ça veut dire, lorsqu'il dit que le M23 est une aspiration du peuple, ça veut dire quoi? L'aspiration, le peuple aspire au bonheur, aspire à la paix. Et lorsque une nébuleuse je l'ai pas entendu dire ça, mais je le conseille. La population, je ne pense quand même pas qu'il s'agit des aspirations de la population. Et lorsque le président Kabila tire à boulet rouge sur les Sud-Africains, le président Ramaphosa, en disant qu'il n'aurait pas dû envoyer son armée sur notre sol pour nous aider à sécuriser nos frontières, pour nous aider à enraciner la souveraineté de notre pays, je pense que c'est quand même le contre-pied de la position officielle du gouvernement. Vous comprenez? Et la fidélité envers l'État, envers le peuple. Le peuple est en train d'être massacré. La brousserie à Goma, l'ancien président Kabila n'a pas condamné justement ces massacres. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on la position du président Kabila prouve à suffisance qu'il est en bonne intelligence avec eux. Donc ce n'est pas nous, en fait, c'est la loi qui lui exige. Je suis dans le fait. Donc vous êtes en train de nous dire que quand il y a un narratif de l'État congolais dans un pays démocratique, un narratif, voilà, je dis quand il y a un narratif de l'État congolais et que nous sommes dans un pays démocratique, on doit dire amen. On ne doit pas porter un jugement. C'est la loi, en fait, ce n'est pas moi. Tous savons que nous sommes agressés. La position d'un ancien président serait naturellement de condamner d'abord, vous comprenez, même si il y a à boire et à manger par rapport à notre gouvernance, par rapport à la gouvernance actuelle, il aurait dû d'abord compatir, il aurait dû condamner les exactions. Francis Tchiba. Nous sommes agressés. Nous ne sommes pas dans une situation où d'une guerre interne. Francis Tchibalaba, là, on parle de cette agression du Rwanda. Bien avant, d'ailleurs. S'agissant de la procédure, parce que là, on risque on va parler de cette procédure-là, mais on revient quand même, parce que les gens, ils veulent comprendre. On a vu dans ce pays, le président Tshisekedi dérouler le tapis rouge à Kagame. Et des gens, déjà à l'époque, s'insurgeaient pour dire qu'il ne devait pas, parce que l'homme avait déjà le sang congolais. Et à l'époque, le président n'avait écouté personne. Comment expliquez-vous aujourd'hui que vous déniez à certains le droit d'avoir une sorte de jugement, de ne pas être d'accord sur les termes, les mots que vous voulez imposer? D'abord, je vous informe que nous sommes dans deux cas de figure différents. Je vous informe aussi... Il y avait déjà des morts, hein. Il y avait déjà en 30 ans de morts. Les enjeux n'étaient pas le même. Lorsque le président Tshisekedi a pris ses quartiers au Palais de la Nation, la RDC n'était pas agressée. Mais on savait déjà que Kagame tuait ici, hein. S'il vous plaît, la RDC n'était pas agressée. Kagame tuait déjà. Voilà. Et je vous rappelle que la France et l'Allemagne étaient des ennemis jurés. Des ennemis jurés. Mais à un moment donné, ils ont fumé les calumets de la paix. Ils ont humanisé, ils ont naturellement normalisé leurs relations. Aujourd'hui, ce sont des grands amis. Donc, les présidents Tshisekedi, en tant que fin diplomate, voulaient d'abord
normaliser le rapport entre pays voisins, d'où justement cette main tendue au président Kagame. Parce que nous avons plus besoin de la quiétude, besoin de la paix pour le développement de nos peuples, pour le développement de nos pays. Dans un État en guerre ne peut pas se développer. C'était l'approche du président de la République. Mais actuellement, l'approche était de naïve. ces cas, La naïveté quand même, parce que tout le monde le lui disait, les gens le lui disaient, Kabila ne fréquentait même pas Kagame. On le lui avait dit. Au-delà justement de cette démarche de normaliser le rapport entre États, les chefs de l'État, sachant pertinemment que nous sommes victimes d'une convoitise de la part des pays voisins, à la suite justement du scandale géologique que nous avons sur notre sol et sur notre sous-sol, les présidents n'avaient pas croisé le bras, d'où justement la conscription qu'il y a eu. Je vous informe que lors du premier mandat, les chefs de l'État avaient pratiquement formé plus de 30 000 conscrits. Plus de 30 000. Donc la formation, ça coûte énormément d'argent. L'armement et même l'arsenal militaire qu'on a aujourd'hui date justement du premier mandat du chef de l'État, en dehors des achats qui sont opérés justement lors du Kabila avait légué quand même une armée de la 10e armée. Hein. Les présidents, au-delà justement de cette procédure diplomatique, pour affermir nos liens, etc., pour normaliser nos rapports, il avait aussi pris la mesure de la situation, d'où il fallait doter à notre armée justement des arsenaux de guerre impressionnants, un arsenal militaire sophistiqué, pour sécuriser justement nos frontières, pour assurer justement cette souveraineté nationale. Donc, ce n'est pas de manière naïve que le président avait tendu la main. Donc, je disais que nous sommes dans deux cas de figure différents, mais actuellement, le président Kagame est vu et par la communauté internationale et en interne comme étant un agresseur. La résolution des Nations Unies les condamne. Les grandes puissances, toutes les grandes puissances, les États européens, comme certains États africains, justement, les présentent comme étant l'agresseur. Et on ne peut pas pactiser avec l'agresseur. On va parler quand même de la procédure, mais on veut quand même revenir pour dire, c'est pas à chaque fois quand le président Tshisekedi s'entend bien avec Kagame, il demande à tout le monde de bien s'entendre avec Kagame. Quand il s'entend plus bien avec Kagame, il demande à tout le monde de ne plus bien s'entendre avec Kagame. Ouais, ce jeu-là, quand il s'entendait bien avec Kagame, on avait développé aussi un certain narratif. Et maintenant là, c'est vrai que c'est une guerre d'agression, parce que maintenant là, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu de nuance? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des voix qui ne puissent pas voir les choses de cette façon-là et dire par exemple qu'il y a un problème de gouvernance ici au pays et qui pousse à la frustration? Voilà, un problème de gouvernance, je vous prends au mot, qui pousserait à la frustration. Et c'est une raison pour aller prendre les armes concernant les Congolais, parce que la frustration, justement, c'est lié à la gouvernance, c'est lié à notre politique interne. Mais là, c'est un autre cas de figure. Nous sommes dans une situation d'agression. Un Congolais qui n'a pas un patriotisme de papier ne peut pas soutenir l'agresseur. Tous ceux qui sont en train de tomber dans la partie orientale, ce sont des Congolais. Il est inadmissible qu'un Congolais qui est viscéralement attaché à son pays puisse soutenir l'agresseur. Actuellement, l'État congolais, le gouvernement congolais parle avec l'AFCM 23. Ce sont des Congolais ou des Rwandais? Je vous réponds directement parce que vous êtes en train de prolonger justement donc on est en interne. Le narratif de certains compatriotes. Non, on est dans les faits. C'est pas le prolongement, on est dans les faits. Il y a des pourparlers, il y a des négociations à devoir. Justement, je vous rafraîchis la mémoire que les présidents Tshisekedi n'avaient jamais fermé la porte par rapport au dialogue avec le président Kagame. Il n'a jamais voulu négocier ou, si vous voulez, dialoguer avec les M23, estimant que c'est les bras séculiers du Rwanda, estimant que ce sont des fantoches. Donc, c'était à juste titre, justement. Tous savons que ce sont de marionnettes. Aujourd'hui, il parle quand même avec les marionnettes. Il accepte de négocier, pas par sa propre volonté. Je vous rappelle qu'il y a eu une résolution des Nations Unies qui a fait des recommandations. En principe, cette résolution, c'est une recommandation. Donc, on nous a forcé un peu la main, quoi. Mais nous sommes membres des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a pris une décision. Nous
suggérant de négocier avec les groupes armés, parmi lesquels il y a aussi l'M23. Nous suggérons à négocier avec le Rwanda. Donc, nous nous sommes pliés, justement, à la décision des Nations Unies. Et c'est quoi de plus normal? Nous sommes membres des Nations Unies. Si nous commençons à fouler aux pieds les décisions qui sont prises par cette organisation internationale, ça veut tout simplement dire que nous ne reconnaissons pas l'autorité de cette organisation internationale. Au-delà de ça, nous avons deux processus, les processus de Luanda, qui nous suggèrent de négocier avec les présidents Kagame étant agresseurs, et également les processus de Nairobi qui reprend tous les groupes armés. Donc, on nous demande tellement de choses du président, c'est à travers justement ces instruments ou ces décisions-là que nous avons accepté. On aimerait bien aussi voir cette communauté internationale forcer quand même la main au président Kagame pour qu'il puisse parler avec ses opposants. Je sais pas pourquoi, c'est à nous qu'on fait toutes ces exigences-là et puis bon, on concède. C'est là, on revient sur l'affaire Kabila. Est-ce que on doit aujourd'hui, par quel mécanisme, quelle est la procédure requise pour j'ai pas déchoir, mais ôter les immunités d'un ancien chef d'État? Voilà. Merci madame pour votre question. Je crois que en tant que législateur, en tant que juriste, nous devons soutenir justement nos narratifs par des dispositions légales et constitutionnelles. S'agissant de la procédure, lorsque vous lisez l'article, d'abord avant de lire les dispositions constitutionnelles et légales, j'aimerais ici que l'opinion retienne que un chef d'État ou un président en fonction, je prends l'exemple du président Tshisekedi, qui est en fonction, est appelé à poser deux catégories d'actes. Les premiers actes ou la première catégorie d'actes concerne les actes que les présidents commettraient ou poseraient dans l'exercice de ses fonctions présidentielles. Ça, c'est la première catégorie d'actes. Il y a la deuxième catégorie concerne les actes qu'il commettrait en dehors de l'exercice de ses fonctions. Nous avons deux catégories d'actes. Et s'agissant de la première catégorie, posée dans l'exercice de ses fonctions, lorsque vous lisez les articles, je commence par l'article 166. La décision des poursuites ainsi que de la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès, suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. Deuxième alinéa, la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement. Là, ça concerne les membres du gouvernement. Ici, le législateur a prévu déjà le mécanisme. Lorsque vous commencez par l'article 164 jusqu'à l'article 166, a déjà prévu le mécanisme pour poursuivre un président et un premier ministre en fonction lorsqu'ils posent des actes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions. Et s'agissant de la deuxième catégorie d'actes, là vous lisez maintenant l'article 167. En ce deuxième alinéa, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre les présidents de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ces temps, la prescription est suspendue. S'agissant de la haute trahison, puisque vous voulez en connaître les contenus, lorsque vous lisez l'article 165 de la Constitution, il est dit sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou les premiers ministres sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves et caractérisées de droits de l'homme, des cessions d'une partie du territoire national. Je prends un exemple. Là, on parle des présidents en fonction. On parle de la haute trahison, du président en fonction. Je prends un exemple. Voilà pourquoi le législateur a voulu que pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, donc les présidents et les premiers ministres, ces actes doivent être poursuivis à l'immédiat. J'ai évoqué ici la haute trahison. Un président qui a cédé une portion de notre territoire sans suivre la procédure
commet justement la haute trahison. Mais s'il faut attendre que le président termine son mandat, il va en commettre encore et ça sera préjudiciable pour notre pays. Donc, pour cette catégorie d'actes, les présidents et les premiers ministres doivent être poursuivis. Tandis que pour la deuxième catégorie d'actes, voilà pourquoi je vous ai lu l'article 167 alinéa 2 qui dit que les poursuites doivent être suspendues jusqu'à ce qu'ils vont finir leur mandat. Et là maintenant, s'agissant du président, il a fini son mandat, il devient ancien président, il devient président honoraire, il devient sénateur à vie. D'où l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents, qui stipule ce qui suit. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement, réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actes commis en dehors de l'exercice, dont les poursuites ont été suspendues par l'article 167, la loi portant statut des anciens présidents prévoit maintenant le mécanisme pour que cet ancien président soit poursuivi pour les actes qu'il avait commis quand il était président, lesquels actes ont été suspendus au vu de l'article 167. Nous sommes dans le cas de Kabila. Là, ce qui lui est reproché, ce ne sont pas des actes qu'il aurait commis dans l'exercice. Voilà. Là, je vous ça, réponds. la loi reste muette. L'opinion, pour que l'opinion comprenne, l'opinion doit retenir que la loi portant statut des anciens présidents, pour connaître une loi, il faut en connaître justement les champs d'application, son champ d'application. La loi ici ne couvre que les actes commis par un président. Et pendant l'exercice. Pendant qu'il exerçait. Oui. Devenu ancien président. Et ces actes-là sont regroupés en 2 catégories. Les actes commis dans l'exercice et en dehors de l'exercice. Maintenant, s'agissant de cette loi, les actes commis dans l'exercice, l'ancien président ne peut plus en être poursuivi. Je vous lis l'article 7 de la loi portant statut des anciens présidents. Stipule ce qui suit. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc pour ces actes-là, dont les constituants avaient déjà prévu les mécanismes de poursuite, du moment que ces actes n'ont pas été poursuivis, vous ne pouvez pas ici revenir, dire par exemple que les présidents auraient cédé une partie de notre territoire, poursuivons-les pour haute trahison. Non, il est immunisé totalement. Il bénéficie d'une immunité pénale totale. Pas sur les autres actes. Pas sur les autres actes. Maintenant, s'agissant des actes commis en dehors, là, ces actes-là sont poursuivables au vu de cette loi. Mais pour que ces actes soient poursuivables, ces actes devraient connaître des débuts d'instruction. Voilà pourquoi on dit les poursuites doivent être suspendues. On suspend les poursuites qui avaient déjà débuté. Donc, les poursuites avaient été suspendues. Et lorsque vous lisez l'alinéa 2 et dernier alinéa de l'article 8, on vous dit « Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. » Qu'est-ce qu'on appelle fait nouveau? Ce sont des faits qu'il aurait commis pendant qu'il était président, mais qui n'ont pas été portés à la connaissance de la justice, qui n'avaient pas fait l'objet des suspensions des poursuites. Mais tout ça là, ça ne concerne pas Joseph Kabila. Justement, ça concerne un ancien président. Maintenant, mais il n'a pas commis ces actes pendant l'exercice. Maintenant, puisqu'il n'est pas poursuivi pour des actes commis pendant qu'il était chef de l'État, et là maintenant, on doit lui appliquer les lois qui existent. Parce que cette loi... Là, il redevient citoyen ordinaire, c'est ça? Non, il n'est pas ordinaire. On va lui appliquer les lois qui existent. Parce que cette loi ne couvre pas les actes qu'il va commettre après l'exercice de sa fonction. Non. On lui applique quelle loi, par exemple? Parce qu'on aimerait... Là, parce que là, nous avons un sénateur à vie, un sénateur à vie. S'agissant maintenant de lois qui existent, lorsqu'il commet un fait ou une infraction,
automatiquement, il faut commencer d'abord par donner son statut. L'ancien président, les sénateurs avaient quel statut? Sur le plan constitutionnel, les seuls statuts qu'a un ancien président, un président honoraire, c'est les sénateurs à vie. Lorsque nous lisons l'article 104 de la Constitution, qui parle des sénateurs, c'est-à-dire il est catégorisé comme sénateur. On lit l'article 104, paragraphe D du Sénat. Parmi les conditions pour être considéré sénateur, il y a les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Il est dans cette rubrique-là. Voilà pourquoi il siège au Sénat. Il relève du Sénat, de cette chambre-là. Et les lois qui doivent lui être applicables, ce sont des lois qui concernent les sénateurs. Mais il y a un bémol. Il n'est pas sénateur au même titre que tous les autres sénateurs. Il bénéficie de certains avantages. Je vous en nomme quelques-uns. Il ne peut pas compétir. Donc, il ne peut pas participer aux élections. Son statut de sénateur est ad vitam aeternam. Est lié à son existence. Ça, c'est l'avantage qu'il a, malgré qu'il soit sénateur. Un autre avantage, les sénateurs ne peuvent pas occuper de fonctions dans les organismes internationaux ou des organisations internationales. Parce qu'il y a incompatibilité. Mais lui, s'agissant des incompatibilités, il peut occuper, exceptionnellement, il peut occuper des fonctions au sein des organismes internationaux. Un autre avantage, la durée de son mandat donc la fin de son mandat n'est pas liée justement à l'expiration des 5 ans, qui est un mandat illimité, qui est un délai calendaire. Donc il a un peu quelques avantages qui diffèrent justement des sénateurs, mais il est sénateur par-dessus tout. Parce que quand vous lisez l'article 104, il est repris dans la catégorie des sénateurs. Mais seulement, il a d'autres avantages. Et s'agissant maintenant des sénateurs, les sénateurs comme les députés sont justiciables de la Cour de cassation. Lorsqu'ils commettent des infractions, même si ces infractions-là sont du ressort du TRIPE, du TGI ou de la Cour d'appel, il sera seulement jugé au niveau de la Cour de cassation parce que c'est là la Cour pénale et la Cour de cassation, dans les juges pénals de la Cour de cassation, ce sont juges pénals naturels, ce sont juges naturels. Donc, il a commis des faits qui sont poursuivables, étant donné qu'il est justiciable de la Cour de cassation, il se voit maintenant être jugé au niveau du parquet près la haute cour militaire, c'est en vertu de l'article 76 du Code judiciaire militaire et l'article 120. Ces articles-là donnent la compétence matérielle et personnelle. C'est-à-dire, un justiciable de la Cour de cassation qui commet des faits, des infractions qui sont régies dans le Code de justice militaire, automatiquement, ils doivent être justiciables de cette juridiction militaire-là. C'est comme ça qu'ils se retrouvent au niveau de la justice militaire. Non, pas encore au niveau de la justice militaire parce que la procédure n'est qu'au tout début. Justement. Moi, je vous ai laissé quand même, voilà, je vous ai laissé quand même pour que la population, ceux qui nous suivent, puissent essayer de comprendre parce que la procédure est complexe et certains n'arrivent pas vraiment à comprendre, surtout quand on se réfère à ce qui s'est passé avec. Vous parliez tout à l'heure de Matata Ponyo qui a toujours brandi une certaine jurisprudence Kalouba de la Cour constitutionnelle, voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas, parce que la loi est restée muette quant à la juridiction qui peut juger un ancien Premier ministre. Vous avez totalement raison. La loi portant statut des anciens présidents, étant donné que cette loi ne couvre que les actes commis pendant qu'il était président, cette loi n'a pas prévu une autre procédure pour des faits commis après qu'il soit président de la République. Et il n'y a pas une procédure prévue. Les faits qui sont poursuivables ici, s'agissant d'un ancien président, ce sont des faits qu'il avait commis quand il était président. Pas des faits commis postérieurement à sa casquette de président de la République. Étant donné que cette loi
n'a pas prévu cela. Et considérant justement son champ d'action, elle ne pouvait pas non plus prévoir cela. La Constitution non plus n'a pas prévu les poursuites, a prévu les poursuites, mais n'a pas prévu la juridiction compétente, d'où l'arrêt justement de la Cour constitutionnelle. D'où cette ambiguïté juridique à laquelle nous avons assisté. Nous avions des arrêts, quasiment. Il y a un arrêt qui vous dit que la Constitution est lacunaire, ou elle est muette par rapport au juge pénal d'un ancien président. Et d'un ancien Premier ministre. S'agissant des faits qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors. Voilà pourquoi l'arrêt avait motivé justement sa décision. La Cour, excusez-moi, avait motivé son arrêt par rapport à cette lacune-là, à cette insuffisance. Et il y a un autre arrêt qui, par extension, étant donné que pendant l'exercice de leurs fonctions, pour des actes qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges pénals, c'est la Cour constitutionnelle, ils ont tout simplement considéré que, même après leurs fonctions, étant donné que les faits qui sont poursuivis sont des faits commis avec leur casquette d'un ancien Premier ministre et d'un ancien président, d'un Premier ministre et d'un président, naturellement ou logiquement, les juges pénals doivent être la Cour constitutionnelle. Mais or, Kabila ne rentre pas dans ça. Actuellement maintenant, Kabila ne rentre pas dans ça parce que les faits qu'il a commis sont des faits qu'il a commis postérieurement à ses fonctions. À ses fonctions des présidents. Qu'il aurait commis, je préfère qu'on mette au conditionnel. Si les faits pour lesquels il est poursuivi étaient des faits qu'il avait commis pendant qu'il était président de la République, logiquement, il serait justiciable de la Cour de cassation et la procédure pour obtenir justement l'autorisation de poursuite serait le Congrès à travers justement les 2/3 des membres du Congrès. C'est un peu tiré par le cheveu là, parce que il y a la loi, elle est claire. S'il y a une jurisprudence Kamuleta, là, on parlait de la première jurisprudence, c'était Kalouba, parce que Guy Kalouba disait que la Constitution était muette pour juger un ancien Premier ministre. Il y a une juridiction Kamuleta qui dit le contraire. Mais est-ce que cette jurisprudence-là intègre un ancien président? La jurisprudence ici est venue en principe, vous savez, parmi les sources du droit, nous avons la loi, la coutume, la jurisprudence, etc., la doctrine. Et la jurisprudence fait partie des sources du droit aussi. Étant donné que la Constitution était pratiquement taiseuse par rapport au juge pénal d'un ancien président ou d'un ancien Premier ministre qui serait poursuivi pour des actes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient en fonction, étant donné que la Constitution ne prévoit pas cela, d'où justement la jurisprudence qui est venue dire clairement que voilà, les juges pénals, c'est les juges de la Cour constitutionnelle. Donc si la Constitution était claire par rapport à la question, on n'aurait pas besoin de l'arrêt de la Cour. Est-ce que dans tout ça là, parce qu'on parle d'une jurisprudence à une autre, est-ce que c'est pas un peu de la responsabilité de vous, députés? Vous n'avez pas réussi à mettre les lois qu'il faut. Aujourd'hui, on a une sorte de jurisprudence politique parce qu'on veut nuire à quelqu'un. C'est ce que, par exemple, la défense de Matata dit, c'est-à-dire c'est une jurisprudence qui a été mise en place, un arrêt qui a été pris, juste pour nuire à l'homme politique. Vous savez, madame, moi je pense que dans un état de droit, il faut que les gouvernants et les gouvernés soient soumis à la loi. Vous savez, moi personnellement, je me dis, la Constitution avait déjà prévu la protection d'un ancien président. La Constitution lui avait déjà attribué un statut constitutionnel qui est les sénateurs à vie. On n'avait pas besoin d'une autre loi. Et cette loi, en principe, étant donné qu'elle était taillée sur mesure, accuse beaucoup d'insuffisances. Cette loi, naturellement, n'a pas prévu la procédure où les juges pénals d'un ancien président et d'un ancien Premier ministre. Et voilà pourquoi on a fait recours aux lois qui existent. Mais les faits précèdent le droit. Moi, je reviens à vous. Moi, en tant que législateur, moi, je pense qu'il faudrait combler la lacune qu'il y a dans la loi pour éviter justement qu'il y ait des points de vue discordants s'agissant des décisions qui sont prises au niveau de la justice. Si
il faut justement combler ces lacunes. Je crois que c'est les moments où il faut rétoquer la Constitution pour prévoir cela de manière claire. Il faudrait réviser ou changer la Constitution. Il y a moyen. On peut réviser tout simplement pour ajouter des dispositions qui prévoient justement cela. Et s'agissant aussi de la protection des anciens présidents, moi je me positionne contre cela. Les premiers ministres, c'est vrai, il est certes vrai qu'il est responsable devant le Parlement, mais les premiers ministres mettent à exécution la politique du président. Il y a des actes qui sont posés sur demande du président. Vous immunisez des présidents sur le plan pénal pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, mais vous laissez les premiers ministres, qui est pratiquement son bras séculier, à la merci de la justice. Certains compatriotes disaient, mais Boukangalon, il faut Kabila, il faut, pourquoi Bobeng sa Kabila? Justement parce que cette loi interdit de poursuivre Kabila pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, même si Matata citait le président Kabila comme étant commanditaire, coauteur, etc., il ne sera pas poursuivi au vu de cette loi. Joanne, parce qu'on va très bientôt terminer cette émission. Aujourd'hui, la procédure qui est enclenchée au niveau du Sénat est correcte. Parfaitement correcte. Je n'ai jamais été d'accord sur tout ce que le ministre Moutamba fait, mais s'agissant de cette procédure, au vu des dispositions légales, je suis totalement d'accord avec lui. Sur le plan politique, vous pensez que ça en vaut la peine? Sur le plan politique, c'est là où je vous dis, nous devons ici considérer que il n'y a pas de super-hommes. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi. Vous savez, la difficulté ou la base de l'instabilité en Afrique, c'est parce que nous voulons construire nos États sur les individus. En lieu et place d'avoir des institutions fortes. Vous voyez l'Église catholique aujourd'hui, elle n'arrive pas à disparaître parce que c'est une institution forte. Le pape peut passer, c'est lui qui viendra, tout le monde va s'aligner. Même si il a des approches qui tranchent avec les convictions de certains religieux, de certains catholiques, mais il en demeure pas moins qu'il s'aligne. Il ne bascule pas dans l'opposition. Une opposition qui peut mettre en difficulté l'Église catholique. Et les États européens ont réfléchi de cette manière-là. Avoir des institutions fortes. Créer des hommes spéciaux, des hommes qui sont au-dessus de la loi, c'est fragiliser les institutions. D'où justement de telles lois. Le président Kabila a commis des actes qui ne peuvent pas être pardonnés, qui ne sont pas pardonnables. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec les agresseurs de votre pays, les pays que vous avez dirigés pendant 18 ans. Vous ne pouvez quand même pas rester indifférent face aux tueries, face à la boucherie qu'il y a eu à Goma. Cette attitude-là ambivalente prouve à suffisance qu'il est en bonne intelligence avec. Et ces gens de comportements... On ne devait pas trancher en lieu et place de la justice. Je crois qu'il bénéficie quand même d'une présomption d'innocence. Ce sont des actes présumés. Mais on a l'impression comme si on le condamnait déjà. Tout le monde sait qu'une fois que la procédure, c'est une façon de le livrer, c'est une façon... Il est condamné. Ça, c'est le langage congolais, malheureusement. Mais on est congolais. Chez nous, apparemment, la présomption d'innocence... je ne fais que vous suivre parce que vous aviez l'impression de le condamner. Je suis dans la même logique que vous. Lorsque vous affirmez qu'il y a eu des détournements au sein de... pendant notre gouvernance, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas de décisions qui condamnent, justement, ces personnes qui sont soupçonnées des détournements. Donc, le président Kabila, et merci de me prêter justement ces vocabulaires, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice qui attesterait réellement qu'il est auteur de ces actes. Dans la foulée, est-ce que c'est opportun de dissoudre son parti? Voilà pourquoi on parle de cet acharnement politique. On s'attaque à Kabila, puis on s'en prend à son parti. Vous savez, les anciens régimes avaient des raisons légitimes de nous persécuter, UDPS quand nous étions dans l'opposition, avaient des raisons légitimes de nous régler des comptes, parce que on faisait du mal à leur régime. Mais à la différence du PPRD, nonobstant le fait qu'il soit basculé dans l'opposition, le PPRD ne nous effraie pas. Le PPRD ne nous donne pas de sueur froide, madame. Le PPRD n'a aucun ancrage national,
aucun capital politique, aucune offre politique à présenter à la population. Voilà pourquoi il n'est jure que par un président, un ancien président qui peut plus redevenir Laissez le président. PPRD fonctionner si vous faites pas peur. Ils n'ont pas une offre programmatique à présenter à la population. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas peur du PPRD. Il faut mettre de côté cette perception que l'opinion a d'un acharnement. Donc, les PPRD, s'il a été suspendu tout simplement, c'est parce que les PPRD a violé la loi sur le parti politique. C'est une punition collective. Vous vous en voulez à Kabila, vous vous en prenez à son parti, alors qu'il y a des militants, ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont là. C'est une punition collective, là. Non, parce que le PPRD, lorsque vous violez la loi, vous devez en subir la rigueur. Ils ont violé la loi sur le parti politique. Qui dit quoi? C'est quelle partie de cette loi? Ils ont violé quelle loi? En quoi faisant? Vous avez la loi sur les partis politiques. En quoi faisant le PPRD? Qu'est-ce que le PPRD a fait qui a violé cette loi portant le PPRD a comme président, la personne qui engage le PPRD aujourd'hui, c'est le président Kabila. Vous êtes d'accord avec moi? Non, que je sache, il a jamais signé un document au PPRD, hein. Ah, donc moi je voyais c'est nomination des Minakou, c'était qui? Ah, moi j'ai pas vu ça. Ah, vous n'avez pas vu, hein? Non. Voilà, je vous informe que c'est l'ancien président qui engage le PPRD. Et lorsque l'ancien président, qui est justement l'interface de son parti par rapport au tiers, est en train de commettre des actes qui violent la loi sur le parti politique et la loi sur l'opposition politique, naturellement, parce que cette loi prévoit aussi le mécanisme pour suspendre les activités d'un parti politique qui va à l'encontre de cette loi ou de lois qui doivent constituer des boussoles pour ce parti. Mais de là, bon, c'est vrai qu'on est en train de me faire signe que je dois terminer. On peut suspendre les activités d'un parti politique, mais de là à dissoudre carrément. Mais on est en Corée du Nord, quoi. C'est la loi qui c'est la Corée du Nord. Lorsque vous suspendez les activités, vous devez maintenant saisir le parquet pour que le parquet puisse poursuivre la procédure. C'est la loi, ce n'est pas nous. La loi n'a pas prévu un mécanisme où vous suspendez, après vous revenez sur vos décisions. Non. Vous suspendez et puis vous envoyez les dossiers au niveau du parquet. Possibilité que la loi leur donne de se défendre, parce que apparemment ça passera devant la justice, c'est ça? Ou comment ça va se passer? Madame, vous êtes congolaise. Vous ne devez pas soutenir un parti. Je ne soutiens pas, je pose des questions. Ouais. Je dis, on a envoyé, on a demandé la dissolution. Est-ce qu'ils ont la défense a au moins le droit de se défendre? Bon, malheureusement, au niveau s'agissant de la procédure, lorsque le ministre suspend, il saisit, je crois que c'est un délai de 15 jours, puis malheureusement, je n'ai pas la disposition par cœur, et il saisit le parquet. Je crois que s'agissant de partis politiques, c'est le parquet près la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Excusez-moi, j'ai pas lu la loi de manière. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle. Ouais. La loi est là, mais le temps de lire, ça va nous prendre du temps. On est presque à la fin d'ailleurs. On est presque à la fin, merci. Et je crois qu'à ce niveau-là, le ministère de l'Intérieur, qui a retenu des griefs contre ces partis politiques, va transférer justement et la décision de suspension et les griefs retenus contre ces partis politiques. C'est à ce niveau-là maintenant qu'il y aura dissolution de ces partis politiques. Francis Tshibala-Vala, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur que vous m'aviez fait de passer sur votre plateau pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Vous savez, en tant que juriste, au-delà du fait que nous soyons politiques, il faudrait que nos analyses soient plus soutenues par des dispositions légales. Et là, ça va éclairer l'opinion. Parce que nous sommes en train de constater depuis un moment que les avis divergent. Vous voyez deux constitutionnalistes, vous voyez deux pénalistes. Selon qu'on est du côté du pouvoir, on émet un jugement qui, entre guillemets, serait en faveur justement du pouvoir. Et selon qu'on est aussi du côté de l'opposition, on essaie de trouver de ramifications, etc., de trouver des raccourcis pour essayer d'attirer les droits de son côté. Et je pense que les scientifiques doivent rester scientifiques. Donc, s'il y a des questions juridiques qui se posent, il faudrait quand même des réflexions, soit juridiques,
pour nous éviter cet imbroglio que nous sommes en train de s'aimer dans la tête de nos compatriotes. Je vous remercie. Je voulais bien aborder la problématique à l'Assemblée nationale, parce que certains disent que ça travaille pas beaucoup à l'Assemblée nationale, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Vous essayerez de nous dire qu'est-ce qui a déjà été fait depuis qu'il y a cette nouvelle législature au niveau de l'Assemblée nationale. On en parlera certainement prochainement. En attendant, nous, on vous souhaite de passer une excellente suite de programme et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité et à très bientôt.